Voilà, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence au collectif expert numéro 11 du programme d'inspiration et d'entraide Assopreneur, qui est animé par Chloé, qui va te faire un petit coucou. Voilà, et moi également, Claire. Je suis ravie de vous accueillir pour ce collectif qui sera animé par Caroline Mignot, qui est la CEO de Rich et la fondatrice de Richmaker, et par Ophélie Lemoigne, qui est la fondatrice de C'est Good, qui vont se présenter. Merci aux membres du programme qui sont là présents aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. On est ravis de vous accueillir et je vais laisser la parole à Caroline et à Ophélie. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou également en live, puisque les questions-réponses se feront au fur et à mesure de l'intervention de Caroline et Ophélie sur les partenariats facilement actionnables par le sponsoring, le co-marketing et le mécénat. On est vraiment très, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et à intervenir. Caroline, Ophélie, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Je vais prendre 2 minutes pour me présenter. Je te passe la parole, Ophélie, et si ça te dit, après, je commence ma présentation. C'est parfait. On fait comme ça. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci Claire pour ton invitation. Effectivement, après 10 ans à travailler dans des départements marketing, principalement aux États-Unis, j'ai fait le constat qu'on avait quand même une vision de la croissance qui reposait énormément sur la compétition et très peu sur la collaboration. Et aujourd'hui, j'ai créé une plateforme qui permet de connecter les acteurs d'un même écosystème, donc finalement marques, médias et associations, pour aller ensemble travailler à acquérir des audiences pour moins cher, à mutualiser leurs ressources et à maximiser leur impact. Ophélie, je te laisse. Et c'est top. Donc moi, je suis Ophélie Lemoigne. J'ai fondé la société qui n'est pas encore une société, C'est Good. En fait, c'est une plateforme également qui vise à mettre en relation les startups, particulièrement les agences et les cabinets de conseil indépendants et des associations pour les relier sur des sujets de mécénat en nature spécifiquement. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner la transformation numérique et la professionnalisation des associations avec des partenaires pour le coup professionnels, puisque on va créer des actions de mécénat vraiment ciblées sur des besoins vraiment identifiés et qui répondent aux enjeux des assos. Voilà, l'idée c'est en cours de lancement et il y a déjà des premiers partenariats qui sont sortis, c'est assez sympa et du coup ça permet aussi de pouvoir engager des acteurs qui ne sont pas naturellement engagés dans le mécénat, les startups, qui ont envie mais n'ont pas le temps, ils n'ont pas la capacité à faire un chèque puisque elles-mêmes cherchent des fonds, pas des dons mais des fonds. Donc voilà. Et je vais donc repasser la main à Caroline. Et du coup, on a une première histoire à vous raconter. C'est que moi, j'ai rencontré Claire lors d'un festival, justement, un collectif d'associations qui s'appelle Empower. Et il se trouve que Claire m'avait proposé d'animer un premier workshop. Et via la plateforme Richmaker, donc l'outil qu'on a lancé, j'ai pu moi-même me connecter avec Ophélie, qui est la grande spécialiste du mécénat et à qui j'ai demandé son aide pour le workshop parce que c'est une thématique où je ne suis moi-même pas du tout experte. Donc voilà, on a un premier exemple de partenariat rondement mené. Je vais vous faire un partage d'écran. Alors, est-ce que Caroline, pardon, juste avant de faire le partage d'écran, j'ai oublié de faire la photo de groupe. Est-ce que je peux prendre juste une seconde pour faire la photo de groupe? Allez, c'est parti. On fait une petite, comme d'habitude, vous avez l'habitude pour les membres. Un petit coucou, merci beaucoup. Et bienvenue à Clara qui nous a rejoint. Il y a une personne qui nous a rejoint, mais je ne sais pas encore quelle est cette personne. Attention, 1, 2, 3. C'est moi. Yolène, c'est toi. OK. 1, 2, 3, photo. C'est bon, merci beaucoup. Merci à vous. Caroline, c'est à toi. Merci. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que... Allô? On voit, c'est bon. Vous voyez, mais hop, vous ne voyez pas. Ah, j'ai spoilé. On n'a rien vu. Bon, alors du coup, comme on s'était dit, aujourd'hui, on va parler de partenariat et on vous a prévu un petit workshop. Dans un premier temps, sur ma partie de la présentation, je vais vous faire une rapide introduction. Qu'est-ce qu'on appelle un partenariat? On va définir le volet théorique, partenariat, co-marketing, sponsoring. Ophélie interviendra après vraiment sur la partie mécénat où on va faire un zoom spécifique sur cette partie-là. Ensuite, il va y avoir l'opérationnel. Donc, comment est-ce qu'on gère l'opérationnel d'un partenariat, puisque c'est
le gros pain point du partenariat, c'est que c'est difficile de convoquer beaucoup d'acteurs, beaucoup d'univers métiers différents sur des plateformes qui sont en général protéiformes. Donc, on va finir par de la pratique et s'intéresser à 2 acteurs du monde associatif qui ont très bien géré ces volets-là. Pour commencer par la théorie, comprendre les enjeux du partenariat, qu'est-ce qu'un partenariat ? Alors tout d'abord, pour définir le terme partenaire, aujourd'hui, le terme partenaire, c'est souvent un mot un peu fourre-tout, puisqu'il est utilisé de façon très politique, en général, par les entreprises pour désigner leurs meilleurs clients et pour ne pas utiliser le terme client qui peut être fâcheux. Un partenaire, pour faire les choses très simplement, nous, on le définit comme étant quelqu'un qui vous permet d'adresser votre audience avec davantage d'impact, davantage de force. Donc, en fait, c'est une action commune que vous allez gérer avec un acteur de votre écosystème. On aime bien définir ce qu'il n'est pas. Un partenaire, ce n'est pas un client, ce n'est pas un prestataire, ce n'est pas un fournisseur, ce n'est pas un distributeur. Même si vous avez des très bonnes relations avec lui, tant que vous n'avez pas défini une action commune autour d'une vision commune, on ne le considère pas comme un partenaire. Un partenariat, pour terminer, c'est donc tout simplement une collaboration, donc travailler ensemble entre entre 2 ou plusieurs acteurs et qui va se décliner en actions de co-marketing. Et du coup, le co-marketing, c'est tout simplement les actions de marketing qui sont mises en place que vous pourriez faire seul, mais que vous allez maintenant gérer à 2 ou à plusieurs avec vos partenaires. Un petit schéma tout simple que j'adore, finalement beaucoup plus efficace que 1000 mots. Un client ou un prestataire, c'est très unilatéral. C'est une offre vers une demande. Un partenariat, c'est des offres et des demandes qui vont se rencontrer et se compléter. Les actions de co-marketing, donc ça encore, c'est un petit peu une nébuleuse avec ce nouveau mot co-marketing. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, encore une fois, vos leviers marketing traditionnels que vous peinez à activer parce que manque de ressources, manque de budget, que vous allez pouvoir renforcer avec la force d'un autre acteur. Donc, on va avoir sur des actions de notoriété le jeu concours que vous connaissez, les échanges de visibilité, je parle de toi, tu parles de moi, c'est ce qu'on fait lors du collectif Assopreneur et c'est pour ça qu'on va mettre le replay sur nos chaînes YouTube. C'est que moi, Richmaker, j'ai envie de parler de ce que fait Claire parce que je trouve ça super. Claire se dit, ça peut servir mon collectif et Ophélie va se dire la même chose. Donc, en fait, voilà, on fait toutes les 3 un peu un échange de visibilité. On travaille aussi du contenu puisqu'on a créé ce workshop ensemble. Il y a le co-branding. Donc, le co-branding, c'est un mot un petit peu barbare. C'est juste dire que finalement, on conçoit une offre ensemble. Par exemple, l'association Règles élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle, elle va pouvoir imaginer une box de Noël avec Fempo, par exemple, qui est un acteur de ma plateforme et qui fait des culottes menstruelles. Parce qu'ils vont identifier qu'il y a une adéquation et se dire que voilà, sur ce terrain-là, il y a une action, une co-action à mener ensemble. La distribution, encore une fois, si on prend l'exemple de Règles élémentaires, ils vont chercher des nouveaux points relais, des nouveaux points de touche pour pouvoir soit collecter des dons pour leurs produits, soit rayonner davantage auprès de leur cible et de leur audience. Et puis le sponsoring, vous le connaissez, on va vous permettre sur la plateforme très concrètement d'aller chercher des sponsors aussi. L'affiliation, je pense que c'est un petit peu plus technique, mais je vous le définis rapidement. C'est tout simplement sur votre site internet, si vous avez envie d'améliorer votre référencement naturel et de créer davantage de liens vers votre site, vous allez pouvoir aussi rencontrer des acteurs sur la plateforme qui vont être engagés sur vos thématiques et vous allez pouvoir renvoyer d'un site à l'autre pour construire un site qui est plus pertinent en termes de SEO. Les programmes de fidélité, je pense que je n'ai pas besoin de les définir. N'hésitez pas à m'interrompre ou Claire, n'hésite pas également si je vais trop vite sur certaines choses. Oui, est-ce que le SEO est OK pour tout le monde? Oui, OK, super. Parfait. Alors, tant qu'on est dans ces nouveaux mots, on va dire aussi qu'on arrive dans un nouveau modèle. On est vraiment en train de construire un nouveau paradigme puisqu'on a des entreprises qui ont la volonté, contrainte ou pas, mais d'aller vers davantage d'engagement sociétal qui sont attendus au tournant de la part de leurs audiences, de la part de leurs partenaires, mais également de plus en plus de la part de leurs employés puisque le confinement a mis en avant vraiment de nouveaux indices et finalement, on se rend compte que, l'action sociétale d'une entreprise
a une importance sur l'employabilité, mais également sur sa performance financière. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et on a à côté de ça des associations qui ont toujours eu à cœur de servir l'intérêt général, mais qui aujourd'hui vont être pressurisées un petit peu comme des entreprises pour aller gagner en visibilité, pour aller étendre leur réseau dans une offre qui est déjà un petit peu pléthorique. Donc voilà, on a des acteurs, entreprises et associations qui, un peu sous l'effet de la concordance des temps, ont vraiment tout intérêt à travailler mieux ensemble. Aujourd'hui, les bénéfices d'un partenariat, ils sont multiples. Créer de la valeur, améliorer son produit, diviser ses coûts, maximiser son impact, apprendre de l'autre et échanger, puisque je ne l'ai pas mis dans les actions de co-marketing, mais il y a aussi le mécénat de compétences, étendre son réseau, mutualiser ses ressources. Enfin, vous l'avez compris, il y a pléthore d'avantages toujours, de toute façon, à collaborer avec les autres. Il y a aussi des risques. Le risque, c'est que, comme on l'abordait juste avant, c'est chronophage et également dans l'opérationnel, c'est 2 fois plus compliqué puisque déjà travailler avec sa propre équipe, et on le sait en plus dans le monde associatif, c'est un vrai challenge de souder, de créer sa communauté aussi de volontaires. Mais alors quand on va se confronter à la réalité de l'autre, que ce soit une entreprise ou une autre association, c'est double challenge. Donc voilà un petit peu en termes de bénéfices et de risques. On va passer du coup à l'opérationnel. Et l'opérationnel, en fait, on va rentrer dans le cœur du sujet. Et je vais essayer de vous apprendre dans un premier temps très en surface. Et après, on aura des questions-réponses si vous voulez rentrer plus dans le spécifique. Mais je vais vous donner les premières clés si vous voulez vous lancer dans les partenariats. Alors, est-ce qu'il y a... Claire, tu es en mute. Oh, merci, Caroline. Est-ce qu'il y a des questions avant que Caroline aille dans l'opérationnel, est-ce que vous avez des questions sur la théorie, les différents types que Caroline vient de nous présenter? Moi, éventuellement, je ne sais pas si c'est le moment de poser cette question-là, mais la différence entre sponsoring et mécénat, pour moi, ce n'est pas clair. Justement, ça, c'est plutôt le volet. On y reviendra. En fait, Ophélie va vraiment faire un gros zoom sur le mécénat et on va revenir après dans les questions-réponses là-dessus. Ça marche. Si c'est toujours pas clair, mais j'espère que du coup, il n'y aura plus de questions à ce moment-là. Okay. Est-ce que vous avez une autre question? Bon, sinon il y a le chat pour les poser. Pour vous dire bonjour, comme je suis arrivée un peu tardivement, je m'en excuse. Donc voilà. Bonjour. Hello Faïmé. Bonjour. Allez, juste une question. Oui. J'avais en tête qu'un sponsor, c'est juste un client un peu différent qui a qu'il faut quand même accompagner, justement le mettre en relation, etc. Et que finalement, ça nous demandait aussi un travail vraiment spécifique pour ce client-là, entre guillemets. C'était juste une remarque, c'était pas vraiment une question. C'est une remarque. Ouais. Enfin, en tout cas, je me pose la question. Moi, j'ai pas de clients, j'ai des adhérents dont finalement je peux attendre plus ou moins, qui peuvent attendre plus ou moins de moi, alors qu'un sponsor qui paye, je suis forcément obligée de lui offrir plus qu'un adhérent qui paye une adhésion standard. Tout à fait. En fait, les actions de co-marketing, Élodie, c'est vraiment à mener avec ton partenaire. Et donc, ce n'est pas du tout tes adhérents. C'est en fait justement, le partenaire, c'est vraiment quelqu'un qui potentiellement dans son réseau va avoir des adhérents pour toi. Et du coup, c'est avec lui que tu vas travailler sur ces actions de co-marketing. Et du coup, soit tu peux lui dire, par exemple, on a une association qui s'appelle Ecoder. Et Ecoder, elle embauche du personnel handicapé pour faire du reconditionnement de parcs informatiques. Ecoder, elle va publier une offre, elle cherche un sponsor, elle cherche des entreprises qui veulent se débarrasser, entre guillemets, c'est pas un très joli mot, mais qui vont faire le don de leur parc informatique pour que justement l'association puisse le reconditionner et le revendre à terme. Ça, pour moi, je mets ça dans la case sponsoring, en fait. Ok. Merci beaucoup. Élodie, c'est clair? Ah, super. Alors, du coup, dans l'opérationnel, le premier challenge, c'est d'identifier un partenaire. Pour identifier un partenaire, il y a un exercice qui est tout simple, pratico-pratique, qu'on peut mettre en place en 2 minutes. C'est de faire 3 colonnes sur un tableau et de se poser dans un premier temps la question de où se trouve ma communauté? Quelle est mon audience?
Cette communauté, elle va avoir des usages corollaires, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'association Règles élémentaires, une personne qui est sensibilisée à la question de la précarité menstruelle, qui va avoir à cœur de libérer la parole sur tout un tas de choses qui étaient tabous jusqu'à présent, peut-être qu'elle va être également dans des associations féministes, peut-être qu'elle va suivre des médias comme Vox, par exemple, ou Mediapart. En fait, on va se rendre compte que dans son audience, il y a potentiellement d'autres acteurs de l'écosystème, qu'ils soient médias ou entreprises, qui vont permettre d'aller cibler nos adhérents potentiels. Donc, dans la première colonne, on va mettre toutes les marques entreprises, toutes les marques entreprises, associations ou médias qui, quelque part, sont en contact avec des adhérents potentiels. Ensuite, dans la deuxième colonne, on va prendre ces acteurs-là qui sont dans la première colonne et on va se dire avec qui il y a vraiment un culture fit, c'est-à-dire avec quels acteurs je suis en adéquation totale sur ma vision, sur mes valeurs et sur mes process. Typiquement, si vous êtes une toute petite entreprise et que vous avez horreur de l'immobilisme et que vous n'avez pas envie d'un gros process qui dure 6 mois, on ne va pas aller travailler, par exemple, avec Air France. Donc, vous vous dites, voilà, moi, mon critère en termes de process, je veux une entreprise qui soit à peu près à mon échelle pour que ça puisse aller rapidement et qu'il y ait moins d'intermédiaires qui soient convoqués. C'est un exemple comme ça. Du coup, là, on est dans la deuxième colonne. La troisième colonne, c'est les ressources. Et là, c'est le critère de l'opportunité. Vous allez déplacer les marques qui sont les marques, les médias ou les associations qui sont dans la deuxième colonne et vous allez vous poser la question, dans la troisième colonne, je mets les opportunités, ceux qui peuvent vraiment m'apporter quelque chose. Et typiquement ici, on parle de levier, c'est-à-dire si demain, l'association Règles élémentaires se dit, voilà, nous, on a envie d'organiser des prises de parole sur YouTube, on a envie de se lancer sur ce réseau social, mais on n'a pas de visibilité, c'est difficile de débuter. Est-ce qu'on peut aller chercher un acteur qui est déjà pertinent sur cette verticale-là et qui va nous aider à nous lancer, d'abord en termes de mécénat de compétences, mais aussi parce qu'il va d'abord avoir une communauté engagée dont on va pouvoir directement profiter. Donc voilà, un petit exercice tout simple parce qu'on s'est rendu compte que la prospection d'un partenaire, ça prend beaucoup de temps. Et nous, du coup, chez Richmaker, on a créé un moteur de recherche intelligent et spécialisé qui va vous permettre en fait d'automatiser un petit peu ce travail. Ce travail, il est long parce que pour l'instant, il faut aller chercher un petit peu partout. Vous allez aller chercher sur LinkedIn, dans votre réseau, au bouche à oreille, pour identifier ses partenaires, peut-être même sur Instagram. En tout cas, voilà, on est sur une multitude de plateformes. Ensuite, il va falloir cartographier un petit peu sa présence média. Où est-ce qu'il est ce partenaire, quel est son site, quelle est sa communauté, sur quel réseau est-ce qu'il est pertinent. Donc ça, c'est un gros travail qu'on fait encore une fois à la mano. Et puis après, il va falloir être mis en relation avec la bonne personne. Et ça, c'est très compliqué également parce que le partenariat, pour l'instant, c'est un peu une patate chaude, parfois en interne, que les gens se refilent. Donc, parfois, on parle à un CEO, parfois, on parle à un store manager, parfois, on parle à un community manager ou une agence. Donc, voilà, il y a 3 problèmes qu'on a résolus avec ce dashboard qui vous permet d'aller chercher par audience, par type de partenariat, par secteur d'activité, par présence sur les réseaux sociaux, les partenaires potentiels que vous pouvez contacter directement. J'ai aussi mis une petite section qui s'appelle « Avec offre » et je sais qu'il y en a parmi vous beaucoup qui sont en lancement. En fait, c'est compliqué quand on est en train de se lancer, de se dire, voilà, déjà, je suis en train de consolider plein de choses sur mon association à moi. En plus, aller créer une campagne, c'est compliqué. Donc, on a mis cette section « Avec offre » qui vous permet, lorsque vous faites votre recherche, d'identifier les acteurs de votre réseau, de votre recherche, qui ont déjà une campagne en place, qui ont déjà un appel d'offres. Donc, peut-être en fait un premier pont pour vous de vous dire, avant de lancer ma première campagne de partenariat, regardez un peu dans l'écosystème, qu'est-ce qui se passe et si vous ne pouvez pas vous plugger à une campagne existante. Ensuite, il va falloir approcher un partenaire. Et pour approcher un partenaire, il faut avoir un angle stratégique et évidemment, il faut lui parler de ce que vous pouvez lui apporter. Moi, j'ai un petit peu identifié 3 axes, 3 bonnes pratiques qui reviennent après 10 ans de partenariat. Je n'ai pas la prétention que ce soit exhaustif, donc n'hésitez pas si vous en voyez d'autres. Mais en tout cas, moi, il y a toujours 3 points de touche qui reviennent. Dans un premier temps, c'est parler de l'opportunité que vous allez offrir à votre partenaire. Et là, je vous ai mis un petit peu le verbatim type qui est, voilà, aujourd'hui, si Règles élémentaires
veut aller parler à Fempo pour faire cette opération. Je suis désolée. Ma coloc, je suis obligée d'obéir. Faut absolument que je boive un peu d'eau. C'est Alexa? Ouais, je suis désolée, c'est Google Home. Donc, du coup, on va aller voir ce partenaire. On va aller voir ce partenaire non sponsorisé, hein, Claire. On va aller voir ce partenaire, donc on va aller voir Fempo en lui disant, voilà, aujourd'hui, vous avez une communauté entre 25 et 35 ans qui est sensibilisée aux questions de lever le tabou lever les tabous autour des règles. Et nous, on va vous proposer en fait de densifier votre positionnement et d'apporter un petit peu plus de corps à votre message en vous proposant un partenariat avec notre association. Ensuite, il va y avoir l'affect. L'affect, c'est si vous vous dites que le partenaire, il n'a pas forcément un avantage, il n'a pas forcément un bénéfice direct dans ce partenariat, vous pouvez tout simplement jouer sur l'humain parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça. Vous pouvez tout simplement aller dire à votre partenaire, voilà, aujourd'hui, on sait qu'on est très petit par rapport à vous, mais on a un très beau projet et on s'est dit que potentiellement, ça pouvait vous intéresser. Et nous, voilà, il y a plein de fois où on sait qu'on est un petit acteur, mais on va voir des gros médias comme Madines en leur disant, bah voilà, aujourd'hui, on n'en est peut-être pas au point encore que vous parliez de nous, mais sachez que votre discours, il résonne chez nous. On lit votre média avec beaucoup d'intérêt et aujourd'hui, on aimerait beaucoup discuter avec vous d'un partenariat. On rêverait de collaborer avec vous. Aujourd'hui, ça a pour moi, c'est vraiment, ça a une vraie résonance de juste vous présenter en tant qu'humain et dire de façon ultra humble, on ne peut pas dans l'immédiat peut-être vous apporter plus de visibilité, mais en tout cas, on a un beau message à faire passer et on rêve de bosser avec vous. Le troisième axe, il est un petit peu lié au premier, mais je l'ai quand même distingué, c'est l'expérience. Aujourd'hui, on peut aussi dire à une marque, voilà, vous n'avez pas l'habitude de faire ça, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais comme vous, comme nous, ou comme vous, on a envie de se transformer. Et du coup, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire quelque chose ensemble? Donc, on est là sur l'expérience. Voilà, pour moi, c'est vraiment les trois axes que vous pouvez déployer si vous voulez aller parler à un partenaire et lui donner envie de travailler avec lui. Génial, merci Caroline. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions sur tout ce que Caroline vient de nous dire par rapport à votre situation? Est-ce que vous êtes toujours là? N'hésitez. Vous dormez? Oui, on est là. Vous êtes là? Ok. On est là. Merci. Encore une fois, ça n'a pas de prétention à être exhaustif, mais c'est vraiment, voilà, moi, mes petits tips après 10 ans de partenariat, c'est toujours un petit peu sur ces trois cartes que je joue. Mais encore une fois, cette prospection, elle prend du temps. Et aujourd'hui, on avait aussi identifié chez Richmaker qu'il n'y avait pas vraiment de point de rencontre entre l'offre et la demande dans le partenariat. Et moi, en off, pourquoi est-ce que j'ai lancé Richmaker aussi? C'est qu'au premier confinement, j'avais un gros réseau de startups, d'associations autour de moi et je me rendais compte que l'offre et la demande se croisaient tout le temps. Et je me suis dit, c'est fou, pourquoi il n'y a pas, à part LinkedIn, mais qui finalement est quand même assez fourre-tout, il n'y a pas de place de marché qui est dédiée à voilà ce que je propose et voilà ce que j'attends en retour. Donc, on a, via la plateforme, la possibilité pour tous les acteurs de poster des offres dont je vous parlais précédemment. Et du coup, aujourd'hui, l'association Ecoder qui va chercher parmi les entreprises des parcs informatiques, elle peut poster son offre en disant voilà, moi je cherche un sponsor qui va m'apporter un parc informatique. Aujourd'hui, une émission je sais pas, on a en sponsoring, on a aussi une marque de vélo qui veut lancer une web-série qui s'appelle La Soquette et qui cherche un sponsor du coup dans l'univers du vélo. Voilà, ici on a en fait le premier point de rencontre, c'est complètement gratuit et ça vous permet en fait de vous faire connaître au sein de votre écosystème. Vous recevez directement des offres qualifiées par email au lieu d'avoir besoin d'être sans arrêt en fait dans le proactif. Vous êtes uniquement en réactif et vous recevez tout ça par email. Donc ça, c'est un vrai gain de temps pour nous. Troisième grand projet, comment est-ce qu'on gère l'opérationnel quand on est une team de non plus 5 personnes, mais 10, 15, 20, 30 personnes? Dans un premier temps, donc moi, j'ai identifié 4 étapes. Il y a l'avant, le pendant, l'après et l'ensuite, tout simplement parce que moi, je suis une grande optimiste et je pense qu'il faut toujours construire le ensuite.
Dans un premier temps, on définit les objectifs et les métriques. Les métriques, c'est tout simplement, ça dépend des objectifs. On va se dire, mon objectif, par exemple, c'est de gagner en visibilité. Du coup, ma métrique, l'indicateur de succès, ça va être, par exemple, mon trafic. Si mon objectif, c'est d'avoir davantage d'adhérents, ma métrique, ça va être, voilà, je veux faire rentrer au terme de ce projet 30, 60, 100 nouveaux adhérents. Ensuite, on va aller cartographier les ressources, les leviers et les parties prenantes. Et là, c'est le travail un petit peu fastidieux où il va falloir vous dire à la main, qu'est-ce que je mets sur la table? Qu'est-ce que mon partenaire met sur la table? Et en fait, vous allez commencer à créer votre planning. C'est pour ça que j'utilise le terme cartographier qui peut donner un petit peu des boutons, mais finalement, c'est en même temps la terre d'opportunité que va vous apporter votre partenariat. Il faut que vous mettiez tout ça sur la table et que vous commenciez à créer votre planning de à quel moment est-ce qu'on communique sur la newsletter, quels sont les leviers réseaux sociaux qu'on va activer, quand et comment. Et voilà, vous allez établir votre rétro-planning en fonction de tout ce que vous avez sur la table avec votre partenaire. Ensuite, vous allez préparer les supports. Pendant le partenariat, ce qui est très important, c'est le process de mise en commun. Et ça doit être défini en amont et ça doit être suivi scrupuleusement. Là, il n'y a pas de règle d'or, mais l'idée, c'est de prévoir avec votre partenaire une plateforme où vous allez pouvoir échanger sur tous les points de touche de votre partenariat et un rendez-vous qui soit hebdo ou mensuel ou peut-être quotidien. Ça, encore une fois, il n'y a pas de règle établie, mais en tout cas, il faut que vous ayez un process pour mettre en commun, pour communiquer tout au long de l'opération. Ensuite, le reporting, ça encore une fois, c'est très important et ça va être facilité par la mise en commun que vous avez mis en place pendant le partenariat. C'est le moment où vous allez vous dire, voilà, quelles sont les données qu'on a obtenues en fonction de ce qu'on a mis en place. Un petit conseil, moi, ce que je fais toujours, parce que c'est rapide en fait sur les partenariats de s'éparpiller. Moi, en général, j'ai un objectif et j'ai une seule métrique. Comme je vous disais, si je suis sur de la visibilité, j'ai traqué du trafic. Si je suis sur de l'acquisition d'adhérents, ça va être des adhérents. À chaque fois, ne vous perdez pas dans le taux d'ouverture de la newsletter, machin. Moi, je fais toujours en fait la métrique clé. Et voilà, j'essaye toujours de rester sur 3 métriques maximum parce que si vous êtes sur un partenariat avec 5 acteurs, ça va très vite de se disperser. Et ensuite, il y a le retour d'expérience. Le retour d'expérience, pour moi, il est très important. Pour moi, c'est même l'étape cruciale. C'est le moment où, après votre reporting, vous allez remettre de nouveau tous les acteurs autour de la table et vous allez vous dire, voilà, où est-ce qu'on a été bon? Où est-ce qu'on n'a pas été bon? Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Et en fait, vous allez construire soit un nouveau partenariat qui va avoir encore davantage de corps avec le même partenaire, soit vous allez repartir avec une liste de courses encore plus précise de ce que vous attendez de votre prochain partenariat. Génial, merci Caroline. J'ai envie de rebondir là-dessus sur gérer l'opérationnel. Pour demander aux membres, est-ce qu'il y a une étape que vous ne faisiez pas ou que vous ne faites pas pour l'instant, dans tout ce que vous avez pu mettre en place déjà dans vos partenariats? Ça a l'air parfait, Claire. Vous avez toujours tout fait? Peut-être juste sur les partenariats financiers, on fait une réunion de fusion en fait, de reporting et de Rex. Et en fait, effectivement, il faut peut-être qu'on dissocie et qu'on fasse bien le Rex bien à froid. Enfin, plus à froid que ce qu'on fait. Mais c'est intéressant. Après, les deux peuvent être lors de la même réunion, mais moi, j'aime vraiment bien distinguer le après du ensuite, parce que je trouve que le ensuite, on n'y passe jamais assez de temps et c'est la partie la plus importante, en fait. C'est qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de tout ce qu'on a fait. Du coup, j'enchaîne avec la bonne nouvelle. Bon, déjà, vous faisiez tout ça très bien, mais alors, en plus, on a créé un outil pour rendre ça encore plus facile. Et encore une fois, ce troisième constat qui est que la gestion de projet, c'est pénible. Il y a des univers métiers convoqués qui sont différents, qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler ensemble. En plus, on est sur des plateformes qui sont encore une fois protéiformes. Nous, ce qu'on a créé, c'est un dashboard, un tableau partagé où on a mis un petit peu la liste de courses de tout ce qui est indispensable dans la gestion de projet à plusieurs, au même endroit, au même moment, pour tous les intermédiaires en temps réel. Bon, j'ai mis beaucoup de mots dans cette phrase, mais je vous explique tout ce que je vous ai dit précédemment. Une to-do list, c'est-à-dire
quelle est votre feuille de route, qu'est-ce qui doit être fait et quand. On a les acteurs qui sont en charge, les parties prenantes en charge, et dès que vous cochez une tâche, tout le monde est notifié au même moment. Ça, c'est pour éviter le téléphone arabe, qui est à la fois un vrai piège, parce que finalement, on finit par créer des confusions, et qui est aussi ultra chronophage, parce que tout le monde passe son temps à s'appeler pour dire j'ai fait partir la newsletter, j'ai eu tel problème sur telle partie du projet. Donc ici, on a une to-do list qui est en commun pour tout le monde, où les parties prenantes sont clairement identifiées et vont être les seules à pouvoir dire ça y est, c'est complété. Ensuite, on a le calendrier, parce qu'encore une fois, sur des actions qui sont multiples, ça va vite de se prendre les pieds dans le tapis et de plus très bien se souvenir quand est-ce qu'on commence telle action. Donc, tout le monde est notifié au même moment quand la newsletter doit partir, quand la newsletter va partir, et vous avez des alertes qui vous simplifient la vie et qui évitent les erreurs. Ensuite, on a les documents partagés. Moi, j'ai beaucoup eu le problème de quoi, mais finalement, tu as mis la mauvaise bannière parce que dans l'email numéro 15, avec 50 personnes dans la boucle, tu n'as pas vu, mais j'ai changé le logo de place. Et du coup, voilà, on a fait… Ça, c'est vraiment une erreur bête. C'est quand on finit par s'envoyer 15 000 emails avec des pièces jointes complètement différentes. Ici, on a une bibliothèque de documents partagés où tout le monde a accès à la version définitive au même endroit, au même moment. Et enfin, les métriques de la campagne, dans un premier temps, il va falloir les mettre à la main, mais c'est déjà en fait un bon incentive de se dire qu'ici, chaque partenaire va venir mettre ses métriques et vous allez pouvoir extraire directement les graphes et le reporting de votre campagne. Super, Caroline. Alors, pour Assopreneur, moi, je me suis inscrite tout de suite sur Richmaker quand tu m'en as parlé. Et puis, on avait fait passer un petit message aussi aux membres au sein d'Assopreneur. Mais alors, je n'avais pas encore vu cet espace-là. Est-ce que c'est accès aussi gratuitement ou est-ce que c'est avec un abonnement peut-être Alors, nous, Claire, on a fait le choix d'être toujours gratuit pour les associations. Donc Ah déjà, ça, c'est notre engagement. Yeah Je pensais que je te l'avais dit. Mais alors, on est toujours en bêta gratuite là pour tout le monde jusqu'au 14 février. Jour de la Saint-Valentin, vu qu'on est un site de rencontre finalement. Et on est toujours en bêta. Ça va partir. C'est vrai que je ne vous ai pas contextualisé, je le précise pour tout le monde. On est une toute petite plateforme. On est sorti le 30 septembre. Donc, on est tout récent. Et cette partie-là du produit n'est pas encore sortie. Elle sera normalement en ligne pour mai. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Mais voilà pourquoi je ne l'ai pas vue. C'est pour ça que tu ne l'as pas vue, mais elle est dans le Trello collaboratif pour la gestion de projet. Mais du coup, voilà, ça va être une grosse partie du produit à sortir. Mais on y croit beaucoup et on pense que ça peut vraiment changer la vie. La gestion de projet aujourd'hui, je pense que tout le monde partage ce constat. C'est compliqué quand on est 15 ou 30 sur le même projet d'avoir de la visibilité et de l'impact. J'ai une question, si je peux. Bien sûr, Anne. Là, par exemple, ton outil là, de gestion de projet, en interne sur mon asso, ok, on est 5 par exemple à travailler, donc c'est hyper pratique. Mais je sais pas, si on veut planifier un événement, je sais pas, une journée sportive avec un club de foot ou j'en sais rien, une marque Adidas, tiens, allez, Adidas. Sympa. Go big or go home. Là, cet outil-là, je peux intégrer l'équipe commerciale d'Adidas qui va s'en servir et gratuitement. Alors, Adidas paiera, il faut pas exagérer, Anne, Adidas, ils vont payer un abonnement. Non, Adidas paiera, je crois qu'on va être autour de 25 par mois pour l'utilisation de la plateforme. Adidas paiera de son côté, mais toi, en tant qu'association, tu ne payes pas pour l'utilisation de ton dashboard. Ça veut dire qu'il faut que le partenaire soit d'accord pour utiliser l'outil, quoi. Si c'est une marque, oui. Après, moi, cette plateforme, je l'ai aussi créée pour qu'on crée potentiellement des collectifs d'associations. Donc, okay. Tu peux bosser aussi avec des assos. Ok. Alors, j'enchaîne avec la partie pratique. Et je vous ai choisi 2 cas de partenariat qui sont assez récents et que je trouvais ultra intéressants. Le premier cas, on est vraiment en train de travailler sur l'offre. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de se dire que dans le partenariat, on ne fait plus que de l'activation. On va aussi, grâce aux autres, transformer sa propre offre, son propre produit, sa propre association. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc,
notamment sur le smart paiement. Je trouve que les acteurs comme Pumpkin et Lydia, qui travaillent avec la Fondation des femmes, qui vont travailler avec la Fondation Abbé Pierre, avec de plus en plus d'associations, je trouve que ce genre de collaboration entre des plateformes de e-paiement et des associations va vraiment amener quelque chose de nouveau et va permettre aux associations de rajeunir leurs audiences, d'aller chercher des nouvelles audiences et également de se transformer, peut-être de collecter des dons plus simplement, plus facilement, avec davantage de transparence. Donc, je voulais vous montrer ce premier exemple de partenariat. Et le second exemple, on est sur de l'activation média. Donc ça, c'est plus classique finalement. Mais du coup, on a le média Les Éclaireuses qui a fait une opération en décembre que j'ai trouvée incroyable avec la Maison des Femmes. Et donc, c'est en plus un partenariat multidimensionnel puisqu'ils sont aussi avec Lydia et Pumpkin et même Hello Asso. L'idée, c'était d'aller chercher 150 000 € pour ouvrir une nouvelle maison des femmes à Marseille. Et la campagne a atteint son objectif, je crois, au bout de seulement 15 jours d'opération. Ne serait-ce que sur Hello Asso, ils sont déjà à 154 000 € de collecte. Donc, c'est un vrai succès. Et ça a été justement permis par une mobilisation massive à la fois de Les Éclaireuses, qui est un média marque, qui a une communauté très engagée, mais également un vivier d'influenceurs qui a été plus facile à activer parce que je pense que la Maison des Femmes n'avait pas encore toutes ces personnalités, toutes ces influenceuses dans son réseau. Et du coup, là, pour moi, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant qui a permis à l'association La Maison des Femmes de démultiplier son impact et d'engager encore davantage sa communauté. Voilà, j'ai fini. J'ai un petit peu dépassé le temps imparti. Je suis désolée, mais c'est difficile de retracer en fait toute l'immensité qu'il y a derrière le partenariat en si peu de temps. Si vous avez des questions, je suis ravie d'y répondre après. Sur LinkedIn, je suis joignable tout le temps. J'adore échanger avec des assopreneurs. Donc, n'hésitez pas. Caroline Mignot. On fait aussi les lives du co-marketing où justement, j'ai un invité chaque semaine pour parler des nouvelles collaborations entre marques, entre associations, entre médias, entre marques, médias et associations. Et enfin, je suis également joignable sur Richmaker. L'inscription, elle est gratuite. Et si vous avez envie de travailler avec nous, vous pouvez nous contacter directement sur la plateforme également. Super, merci beaucoup Caroline. On a Denis qui nous dit belle présentation synthétique. Donc, merci Denis. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Je laisse la parole à Ophélie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Caroline, sachant que Caroline de toute façon reste avec nous, hein. Ah mince. Tout est bon pour vous? Ok. N'hésitez pas à prendre la parole, même si une question vous revient après. Alors en fait, Ophélie, avant que tu lances ton partage d'écran, la photo n'a pas marché. Alors je suis désolée, je vous demande encore une fois de faire une photo d'écran, une copie écran. C'est mon truc, j'adore faire ça. Merci beaucoup. 1, 2, 3. Cette fois, j'espère que ça va marcher. Je l'ai. Merci. Là, trop bien. À toi, Ophélie, merci beaucoup. Et vos questions sur le chat ou directement à l'oral, n'hésitez surtout pas. Ou vos réactions. Ok, alors j'arrive. Est-ce que c'est bon? Oui. Parfait. Merci. Donc, sans surprise, le mécénat. Le mécénat qu'on appelle aussi dans les organisations d'intérêt général la direction des partenariats entreprises. Donc ça tombe bien, c'est le sujet. Donc moi je vais vous parler en effet plus spécifiquement du mécénat. Qu'est-ce que c'est le mécénat? Comment on le met en œuvre concrètement? Et puis je ferai un zoom sur le mécénat en nature puisque c'est le sujet que je porte particulièrement avec Segood et qui me permet aussi de créer des partenariats plus élaboré sur la base du mécénat en nature et c'est assez intéressant. Alors, le mécénat, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simple, c'est un don. C'est un don d'une entreprise, mais c'est aussi un don d'un particulier. Quand vous faites un don à une asso à titre personnel, vous faites du mécénat et il faut que ce soit fait à une action d'intérêt général. Donc, c'est le mécénat, en fait, tout le monde a l'impression que c'est hyper compliqué, etc., alors que c'est juste tout bête et tout simple. Là où ça se complique, c'est ensuite.
c'est sur les formes du mécénat. Alors, celle qu'on connaît tous de manière naturelle, je dirais, c'est en effet le don d'argent. On a l'habitude de ce format-là. En revanche, il y a énormément de formats complémentaires qui peuvent se créer. En fait, en gros, on peut tout donner. C'est assez facile. On peut donner des produits, on peut faire des prestations de services qu'on donne, on peut apporter de la technologie, on peut apporter des outils logistiques, on peut apporter des compétences. Et le mécénat de compétences, c'est vraiment le vent en poupe en ce moment. C'est le fait d'allouer finalement un salarié sur un temps donné et de manière récurrente dans le cadre d'une action d'une association. Toujours la même association en fait. Le seul point un petit peu problématique avec le mécénat de compétences finalement, c'est que derrière, c'est plutôt adressé aux entreprises d'une certaine taille en fait. Donc c'est pas forcément accessible et aux petites structures associatives et aux entreprises qui sont de taille moyenne, parce qu'il faut avoir derrière une capacité de détacher un salarié sur des temps dans la durée, sur des temps définis. Et le mécénat, finalement, c'est pour tout domaine. À partir du moment où l'association est en mesure de recevoir des dons, donc ça peut être une association, les enjeux sociaux, des associations culturelles. D'ailleurs, les mécènes culturels, on les connaît. Hein, il y a beaucoup de mécènes qui sponsorisent des artistes, etc. Donc, historiquement, c'est un peu ça le mécénat et qui a été développé et porté plus largement sur l'ensemble du secteur de l'intérêt général. Des associations ou des fondations qui vont œuvrer à l'éducation, à la santé, également les associations sportives et tous les sujets de l'environnement. Aujourd'hui, c'est un vrai gros sujet, l'environnement, et qui a besoin des associations et des fondations qui adressent ces enjeux. Donc voilà, donc le mécénat, c'est tout produit qui vont pouvoir contribuer à la mission d'intérêt général d'une structure, quel que soit son impact, à partir du moment où elle est reconnue d'utilité générale, encore une fois. Je l'ai dit assez de fois, je pense. Et le mécénat, en fait, c'est ce qui va faire la différence avec le parrainage, on va voir ça plutôt en détail après, c'est le côté fiscal. C'est-à-dire que la définition du mécénat, c'est aussi une définition fiscale, c'est-à-dire qu'une action de mécénat est déductible. Alors, pour les entreprises, ce n'est pas la même chose pour les particuliers, mais pour les entreprises, 60% du montant du don ou de la valorisation du don quand c'est un produit, une prestation de service ou autre, est déductible du montant des impôts. Donc ça, c'est un vrai levier à utiliser quand on a besoin de chercher des fonds, quand on est une association, une fondation, qu'on a besoin de chercher des fonds. Ce levier est là pour ça, c'est incitatif, c'est fait exprès. Donc il n'y a pas de complexe à avoir. Et pour les entreprises et pour les assos, de mettre ce point en avant, il faut l'utiliser. C'est aussi un moyen de choisir comment on veut que nos impôts soient utilisés, sachant que de toute façon, on ne peut pas non plus déduire des montants astronomiques. C'est-à-dire que le montant pour 2020 est passé à 20 000 euros, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui déduire jusqu'à 20 000 euros de ses impôts au titre du mécénat, ou 5 pour 1000 de son chiffre d'affaires, le meilleur des deux en fait. Donc, si vous avez un gros chiffre d'affaires, c'est 5 pour 1000. Si vous avez une petite structure, c'est 20 000 euros. Et le point d'attention majeur, donc pour répondre à la question qu'on a eue tout à l'heure, en fait, c'est la différence entre le mécénat et le parrainage. En fait, en gros, le mécénat, c'est vraiment un don sans contrepartie, donc avec un retour qui va être vraiment disproportionné par rapport à l'apport fait par l'entreprise. Donc, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il y aura zéro retour. Ça veut simplement dire que ce n'est pas une campagne de marketing, on sort de ce qu'a pu présenter Caroline, justement. Donc, c'est pour ça que je présente ce point-là. C'est qu'on est vraiment sur une action où il y a un don en plus. Donc, il y a vraiment un don, il y a une contrepartie financière qui est apportée par l'entreprise, mais il n'y a pas de contrepartie autre que simplement des mentions assez light. Voilà, la disproportion et le point d'attention. Et le parrainage, finalement, c'est on subventionne une manifestation, un événement, une action particulière, toujours pour une action d'intérêt général, mais là, il y a un vrai bénéfice derrière, il y a des affichages conjoints, il y a du co-branding, pour reprendre ce qu'a pu évoquer Caroline. Voilà, donc on est vraiment sur des partenariats avec vraiment sur des choses plutôt visuelles et des retours qui ne relèvent pas forcément du mécénat. Pour autant, donc le mécénat va déclencher la réduction fiscale, le parrainage. À partir du moment où vous financez, vous faites un chèque, pour le coup, ça passe en charge. Ce n'est pas non plus anodin. C'est-à-dire que ça devient une charge au bilan de l'entreprise. Donc, il y a quand même aussi un avantage à faire ce genre d'action. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre d'action également.
Comment on met en œuvre le mécénat? En fait, moi, c'est assez simple. Vous allez voir, j'ai une approche qui est très pragmatique de la chose. En fait, c'est au plus c'est concret, au mieux c'est. C'est-à-dire que vous êtes une association, quelle qu'elle soit, vous avez un besoin, vous avez identifié un besoin de financement à hauteur, mettons, de 50 000, 100 000 euros. L'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que on n'a pas juste dit on a besoin de 100 000 euros. Bon, on a défini qu'on avait un budget de 100 000 euros, sauf qu'il y a quelque chose dedans, en fait. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir traduire ces besoins en actions tangibles, faire un dispatch, en fait, et découper vraiment ce budget, cette nécessité, et de pouvoir le faire en actions tangibles. Pourquoi? Parce que derrière, on va pouvoir voir que, on va pouvoir communiquer beaucoup plus facilement et approcher les entreprises de manière beaucoup plus transparente. Parce que quand on demande de l'argent, qu'on sait pourquoi et l'impact que ça va apporter, c'est beaucoup plus facile d'aller voir des entreprises derrière. Et aussi parce que vous allez voir qu'on va pouvoir identifier des potentiels dons directement sans passer par la cage argent, en fait. On parlait tout à l'heure, par exemple, de dons de parcs informatiques. Caroline parlait de ça tout à l'heure. Typiquement, une asso qui a besoin de renouveler son parc informatique, voilà, elle a budgété, potentiellement elle a besoin de 100 000 euros, c'est cher, mais elle a besoin de 100 000 euros pour renouveler tout son parc informatique, sauf que potentiellement, en effet, elle peut faire appel au mécénat pour aller chercher des ordinateurs auprès d'entreprises qui sont en train de renouveler leur parc et qui ne vont plus utiliser les ordinateurs qu'elles avaient avant et qui sont tout à fait acceptables pour l'association. En fait, là, on rentre dans une action de mécénat, c'est-à-dire que l'entreprise pourra valider et valoriser le montant du parc informatique qu'elle donne au coût de revient, et derrière, elle récupère un reçu fiscal qui va lui permettre de déduire ce don, parce que c'est un don, à l'association. Ce qui est important sur j'ai mis qu'il fallait absolument filtrer sur la valeur et l'impact. En effet, les associations, alors d'intérêt général toujours, hein, donc toutes celles qui ont la capacité à émettre des reçus fiscaux, en général, elles ont toujours un impact et elles font la mesure de leur impact. C'est-à-dire qu'elles suivent un guide de mesure d'impact. Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir des entreprises qui partagent ces valeurs-là et donc de s'assurer qu'on s'engage avec des partenaires qui, par ailleurs, ne vont pas à l'encontre de l'impact. Alors, il ne faut pas être paranoïaque non plus. Le but, ce n'est pas non plus de fermer toutes les portes. Au contraire, finalement, un partenaire qui pourrait venir vous voir pour vous aider dans votre mission d'impact en tant qu'association, mais qui ne serait pas super au fait des bonnes pratiques et qui ne serait pas très, très bon là-dessus. Au contraire, vous pouvez aussi avoir un impact dans l'entreprise, et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir mener au-delà du don, de ce que vous allez récupérer en termes de ressources de la part de l'entreprise, c'est déjà d'avoir une mission d'impact au sein de cette entreprise même, en fait, et de commencer avec des petites choses et de pouvoir créer un partenariat, du coup, dans la durée, et de pouvoir créer un partenariat transparent. Il ne faut pas hésiter à aussi dire quand il y a des choses qui ne vont pas. Il faut être hyper vigilant sur tout ce qui est washing. Là, il y a eu pas mal d'articles sur le sujet. Alors, greenwashing, on n'en parle même plus, mais de plus en plus, le social washing arrive. Et ça, c'est des vrais sujets. Donc, alors, qu'est-ce que c'est, Ophélie, le social washing? Le social washing, c'est comme le greenwashing, sauf qu'on met en place des actions, on met en place des financements pour des associations, alors qu'au sein même de l'entreprise, on ne respecte pas les sujets. Typiquement, je ne sais pas, par exemple, un cabinet, je prends un exemple tout bête, mais un cabinet RH, typiquement, qui viendrait de se lancer et qui vous dit moi, je veux financer une société dans l'inclusion de tout public à l'emploi, et qui au final on est sur un profil de collaborateurs du cabinet et de salariés du cabinet à 95% d'hommes, tous issus du même profil, et voilà. Donc bon, c'est un peu, c'est pas très, mais en tout cas voilà, c'est ça. Et c'est donc, ok, on va peut-être pas lui fermer la porte à ce cabinet-là, mais c'est comment on peut aussi lui dire que bon, ok, on peut faire quelque chose ensemble, mais il va falloir commencer par balayer devant sa porte et vraiment trouver des leviers. Parce que c'est important vraiment d'être en accord, et pour l'association, mais aussi pour l'entreprise. C'est évident qu'à la première occasion, ça sera spoté et ça va donner lieu à des sujets que personne n'a besoin de voir adresser. Donc, autant utiliser ces partenariats pour justement semer les graines. C'est ce que je dis aux entreprises que j'accompagne. On sème les graines de l'impact. On commence avec des petites actions de part et d'autre, en fait, au sein de l'entreprise, concrètement.
Et derrière, l'idée, c'est que ça grandisse en fonction du développement de l'entreprise et du développement du partenariat avec l'asso. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. On ferme la porte à personne, enfin, ça dépend, mais il faut pouvoir être transparent et avoir une vraie conversation utile et toujours avec en point de mire l'impact. N'oubliez pas qu'une association, voilà, ce qui fait son sel, en fait, c'est qu'est-ce qu'elle apporte en termes d'impact, sa mission d'intérêt général. Et les mesures d'impact sont vraiment là pour ça. Et de plus en plus, on va les demander de toute façon. Alors, merci beaucoup, Ophélie. Peut-être juste demander aux membres s'il y a une question, une réaction, parce que sur tout ce que tu as déjà apporté. Non, mais en plus, c'est que le temps est court, je le sais. Est-ce que vous avez une réaction ou une question sur ce que Ophélie nous a dit? Est-ce que vous êtes toujours là? C'est très clair, en fait. Ah, super. Merci, Yolène. Je vois que vous avez dit oui, Patricia, Eric, je vois pas tout le monde, c'est pour ça. Oui, c'est clair. Tout va bien. Nous, on est habitués en fait au mécénat de compétences au sein des femmes ingénieures en fait. On a parfois des ingénieurs, des entreprises qui participent à nos actions, mais en apportant en fait leurs compétences et leur savoir-faire pour nos projets au lieu qu'on fasse appel à des organismes privés payants. Donc voilà, et ils valorisent ça en tant que mécénat de compétences, les entreprises. Oui, tout à fait. C'est un super levier, en fait, le mécénat de compétences. C'est intéressant pour nous et c'est intéressant pour eux. Complètement. Et après, vous allez voir, il y a quelque chose qui est hyper intéressant aussi après. Alors ça, je veux bien. Ok, le scoop. Attention, je tease un petit peu. Le formalisme sur le mécénat, bon, la plupart d'entre vous connaissent, hein, mais bon, je rappelle rapidement. Donc, il faut une convention de mécénat. Pardon, Claire, je t'ai vu lever la main. Pardon, Ophélie, je me demande je ne sais pas si Eric ne voulait pas dire quelque chose. Ah, pardon. Non, je dis, on reste là alors. Oui. Pardon, Ophélie, du coup, à toi, c'est bon, merci. Donc oui, le formalisme du mécénat, comment on formalise ce partenariat un petit peu particulier. Du coup, une convention de mécénat, c'est comme une convention de partenariat, un contrat qui est signé conjointement par l'entreprise et par l'association. Les points clés à mettre dedans, c'est quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'apporte l'entreprise et pourquoi? Donc, on est toujours dans cette notion d'impact, de mission et vraiment de toujours corréler l'impact du don et voilà. En plus de ça, on va mettre le combien ça va en termes de valeur, quelle est la valeur, le quand, enfin voilà, on peut rajouter un certain nombre de choses, les moyens qui seront mis en œuvre, etc. quand c'est des actions plutôt qu'un don, un chèque ou des produits spécifiques. Et derrière, reçu fiscal. Donc, on a parlé, j'ai entendu quelqu'un qui parlait du rescrit tout à l'heure. Donc, oui, en effet, il faut pouvoir être en mesure d'émettre des reçus fiscaux pour pouvoir bénéficier du mécénat et de pouvoir, en tout cas, le déduire, permettre à l'entreprise qui fait le don de pouvoir le déduire. Le reçu fiscal sur les dons en nature n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est mieux. Moi, je le recommande systématiquement. Je demande systématiquement à ce qu'il soit mis en place parce que l'entreprise doit faire la preuve qu'elle a bel et bien apporté les produits qu'elle dit avoir apporté à l'association. Et donc, le reçu fiscal, c'est quand même le meilleur moyen de se dire, OK, si demain, le Trésor me demande de justifier le don des X, donc ordinateurs, pourquoi pas, pour revenir sur les ordinateurs, eh bien, j'ai un reçu fiscal de l'association. Voilà. C'est hyper important ce que tu viens de dire, Ophélie. Je veux juste rebondir pour être sûr que tout le monde ait bien entendu. Moi aussi, vérifier que j'ai bien entendu. Tu disais que le mécénat en nature, le rescrit fiscal n'est pas obligatoire. Si, le reçu fiscal. Le reçu fiscal n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire alors? Mais que toi, tu préconises quand même. Le reçu fiscal en nature, en fait. Obligatoirement, il faudra un rescrit pour que l'entreprise puisse déduire le montant du don de ses impôts. Donc ça, le rescrit, c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. C'est pas obligatoire, mais si vous ne l'avez pas, du coup, vous ne pouvez pas déduire le montant du don. Donc voilà. Mais pour pouvoir déduire le montant du don, il faut que le don soit fait à une entreprise qui soit détentrice d'un rescrit fiscal. En revanche, à une association, tu veux dire, lui, est obligatoire quand on fait un don en argent, pour une entreprise qui fait un chèque, un virement, une remise d'argent. En revanche, dans le cadre des dons en nature, il n'est pas obligatoire parce qu'on est sur une valorisation du don en fait et qui dépend pas finalement de l'association. Néanmoins, voilà, c'est pas obligatoire pour le don en nature, mais je le recommande fortement parce que ça permet à l'entreprise derrière de justifier en cas de besoin qu'elle a bel et bien fait un don. Okay. Voilà.
Question, comment on le valorise en fait Ouais, alors la valorisation, c'est tout simple finalement. Alors le don d'argent, oui, ça c'est vrai. Le don en nature, c'est le coût de revient pour l'entreprise. D'accord. Voilà, c'est pas le coût, c'est pas le prix de vente, c'est vraiment le coût de revient pour l'entreprise. Donc elle récupérera 60% du coût de revient. Donc c'est-à-dire par exemple, s'il nous met à disposition, je sais pas, 60 heures d'une ingénieure, il peut déduire le coût de revient de travail, en fait, de 60 heures ingénieurs, quoi. Charge incluse. Il y a une limite. Charge inclure, d'accord. Il y a eu des changements, il y a des limitations. Alors, le mécénat de compétences, ce n'est pas forcément ma partie, mais il y a les charges incluses et dans la limite de X, il y a un montant limite pour l'année, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Parce que là, j'avoue, d'accord. La compétence. Il y a donc un montant limité sur l'année à vérifier. Potentiel. Et sur la partie... je pense d'ailleurs que c'est les mêmes limitations qui s'appliquent sur le mécénat en nature, donc 20 000 euros ou 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. En fait, en disant ça, je me rends compte qu'on est sur les mêmes échelles, je pense. Et donc sur le mécénat en nature, donc par exemple mécénat en nature, je vais commencer à vous donner un petit peu plus d'infos sur les trucs sympas. Mécénat en nature, ça peut être un mécénat de prestation de services, en fait. Et donc, au lieu de faire intervenir une ingénieure spécifique tous les vendredis, je dis vendredi parce que vendredi, c'est l'acteur de référence du mécénat de compétences. Et du coup, tous les vendredis de chaque semaine ou semaine impaire, semaine paire, là, vous pouvez vous dire, voilà, on a un sujet et un projet bien établi, qui est je ne sais pas sur quel sujet interviennent les ingénieurs, mais voilà. Et là, on détache carrément la société. Et en fait, elle intervient comme un prestataire de service, sauf que la prestation de service qui est fournie par la société rentre dans le cadre du mécénat et donc sera déductible des impôts de la société. Donc là, du coup, on est sur un niveau de partenariat qui est encore différent. C'est-à-dire qu'au lieu d'engager un collaborateur spécifiquement sur une tâche ou sur un sujet vertical de l'association, là, on mobilise une équipe indépendamment et on est sur plutôt une action conjointe de l'entreprise pour l'association et non plus au niveau d'un collaborateur, en fait. Est-ce que ça, c'est clair pour vous ? Est-ce que vous avez des questions ou des réactions ? Moi, éventuellement, je ne sais pas si c'est trop tôt, ou peut-être que je garde ma question pour la fin. Vas-y, Anne, vas-y maintenant. En fait, je te donne un cas concret. Donc, moi, ça va être un café intergénérationnel. La cible, c'est les personnes âgées. Là, je suis en porteur de projet. Pour l'instant, ce n'est pas ouvert. J'ai un partenariat, un mécénat, je n'ai toujours pas compris la différence éventuelle, avec une société de maintien à domicile. Donc, qui me propose de faire du transport véhiculé, c'est-à-dire d'aller chercher mes adhérents chez eux et de les amener à l'assaut et de les ramener. Okay. Là, c'est du sponsoring, c'est du mécénat. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'ils vont pouvoir déduire ? Alors, qui est-ce qui décide ? Est-ce que c'est moi qui décide que c'est du mécénat ? Est-ce que c'est eux ? Enfin, comment ça se passe ? Alors, il fait ça à titre gratuit. Disons qu'il me met à disposition un de ses salariés pour conduire la personne âgée. Donc, lui, ça va lui prendre 10 minutes. Ouais. Mais il a un intérêt là-dedans parce que c'est potentiellement des futurs bénéficiaires pour lui. Donc, c'est là où la barrière entre sponsoring, partenariat, mécénat est pas claire pour moi. Après, là, est-ce que c'est des activités qu'il mène habituellement dans le cadre de son entreprise ? Est-ce que lui... Non. Non. Donc là, c'est du sponsoring tout simplement, puisqu'il ne pourra pas le facturer en prestation de service. Ça sera un sponsoring. Donc en fait, il va pouvoir le passer en charge potentiellement en disant voilà, en plus il pourra déduire le temps passé de son salarié en charge, je pense, sans problème sur sa compta. Et c'est du sponsoring complètement. C'est pas du tout. Là, il n'y a pas de mécénat puisque c'est pas habituel par rapport à son activité habituelle. En revanche, rien n'empêche derrière, pour pouvoir avoir un levier de mécénat, de créer une source de dons complémentaire. Mais ça, à discuter et à négocier avec lui. Mais quand tu dis qu'il va le passer sur ses charges, moi, il ne va pas me facturer. Hein, Non. Et lui, du coup, le temps passé
en fait, à faire autre chose que ce qu'il fait d'habitude ce qu'il facture. Là, il le fera sans facturer. En fait, il pourra le passer en charge, ce temps passé sans facturer. Donc la seule différence, c'est que le mécénat, c'est exceptionnel. Enfin, c'est une activité exceptionnelle, alors que j'ai pas compris. Non, en fait, là, pour moi, c'est pas du mécénat. Pour moi, c'est pas du mécénat en nature. Enfin, c'est pas du mécénat simplement parce que c'est pas son activité habituelle de transporter des. Ou alors, j'ai pas compris. Mais pourtant, Anne, c'est son activité à ce monsieur de transporter des personnes, non? Non, après, eux, les prestations qu'ils fournissent, c'est mettre en lien avec des assistantes sociales, fournir une femme de ménage, tu vois. D'accord. Ok. Donc non, c'est pas son. Ouais. Oui, donc non, c'est pas un service qui est habituel à l'entreprise. Ça me semble compliqué de le passer en mécénat en nature. Donc là, on est sur un partenariat, un don sans retour fiscal, en fait. Il n'y a même pas besoin de le mettre dans une case partenariat ou mécénat, en fait. C'est un don sans retour fiscal pour l'entreprise. En revanche, il aura un retour derrière sur, en effet, une cible. Il touche une cible potentielle qu'il ne touche pas sans ça. Mais il n'y a pas là, pour le coup, il n'y a pas le côté mécénat au sens fiscal du terme, en fait. Et pourtant, il n'y a pas de contrepartie pour cette entreprise. Si, justement, il vient pour cibler potentiel, il vient faire ça pour pouvoir se rapprocher de son public cible en tant que client potentiel. Donc, les personnes qu'il va amener au café, c'est des clients potentiels pour lui. D'accord. Et alors, la question qui vient après, c'est au niveau des bonnes pratiques. Du coup, si je m'engage avec cette société, au niveau éthique, ça me bloque tout autre partenariat avec des sociétés de maintien à domicile ou pas? Non, ça c'est à vous de le convenir entre vous, en fait. Il n'y a pas de raison, finalement. La seule raison, ce serait que eux l'exigent, en fait, et que du coup, ils te fassent signer une clause d'exclusivité, mais c'est pas, honnêtement, c'est pas très courant, hein. D'accord, donc au niveau éthique, on peut travailler sur des multi-partenariats voilà, ça se fait. Ah bah, en tout cas, je suis pas la bonne personne à qui demander. Moi, j'ai fait vraiment du partenariat mon business model et en général, au contraire, si tu te bases sur un modèle collaboratif, c'est de bon usage, au contraire. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Après, tout dépend. Si tu vois, il y a Renault et WeMove qui bossent ensemble pour établir des plateformes de mobilité. Si demain, WeMove dit à une autre marque, je sais pas, Tesla, dit à Tesla, va débaucher Tesla pour faire la même chose qu'avec Renault, je pense que ça va poser problème. En fait, si tu as vraiment un partenariat de longue haleine, un partenaire avec qui tu bosses depuis le début, qui a vraiment, qui t'a mené là où tu es maintenant, et que tout d'un coup, tu veux dupliquer ce modèle avec un univers concurrentiel au sien, je pense que ça peut bloquer au niveau éthique. Mais si tu es juste toi en train de te dire en bonne intelligence que tu étends ton réseau avec une myriade de partenaires potentiels, je trouve que c'est plutôt vertueux, il n'y aura pas de problème. Ok. Ouais, je peux peut-être ajouter quelque chose par rapport à ça sur le prix de la résidence professionnelle. En l'occurrence, on a comme partenaire des entités qui, a priori, pourraient être concurrentes. Parce qu'on a AG2R La Mondiale et on a Clésia. Et en fait, on se rend compte, et en échangeant aussi avec eux, que certains secteurs d'activité, en tout cas sur une thématique dédiée, sont prêts à s'allier, en fait. Donc, effectivement, il y a une stratégie et il y a sans doute des coûts à jouer par rapport à ça, en fait. Mais on ne les met pas forcément en concurrence. Parfois, on les renforce et on n'y pense pas spontanément. Moi, c'est vrai que j'avançais un peu sur les œufs et puis on m'a dit, mais non, mais en fait, maintenant, sur certains sujets, on se parle. Ça ne les empêche pas d'être concurrents par ailleurs, mais sur certains sujets, ils peuvent se retrouver, en fait. Donc, c'est hyper politique, en fait. Je trouve qu'il y a une dimension très, 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 très politique derrière le mécénat ou le partenariat, en tout cas. Mais... En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de questions parce que c'est très clair ce que vous nous présentez, mesdames. Donc, Petit bon coup. Voilà. Merci Patricia, et c'est très vrai ce que tu dis. Et quand effectivement, AG2R La Mondiale, je ne sais même pas combien ils ont de partenaires différents, tellement c'est énorme. Et du coup, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des entreprises concurrentielles. Honnêtement, dans ces milieux-là, effectivement, en général, les gens ils travaillent ensemble en bonne intelligence et ils ont tendance à être plus dans la coopétition que dans la compétition. Et tant mieux d'ailleurs, puisque c'est des entreprises qui ont quand même une vision. Donc, l'idée, c'est de travailler ensemble et on n'est pas dans des... Quand tu fais ce genre de choses,
chose, du mécénat, du sponsoring. L'idée, de toute façon, on le sait bien, c'est d'abord de créer de la valeur et de renforcer ta mission avant d'aller chercher des clients quand tu es une marque. Enfin, c'est ce que je me dis, en tout cas, c'est ce que je vois beaucoup pour l'instant sur la plateforme. Les entreprises qui vont aller vers des associations, c'est pas pour aller chercher du client, c'est pour aller remplir une mission, pour donner plus de corps à leurs actions. Super. Et là, on tombe dans le washing. Ouais. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. Alors, attention, il ne nous reste plus que 15 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et je rends la parole à Ophélie. Merci beaucoup. Alors, juste pour répondre, fermer la... parce que je n'ai pas réussi à finir ma réponse du coup. En fait, pour le transport là, des personnes pour le café, du coup, si le prestataire peut facturer ce type de service, passez-le en mécénat, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut un rescrit fiscal. Donc ça, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que vous avez. Si vous ne l'avez pas, ça clôt le sujet tout de suite, en fait. Et derrière, là, c'était le point que je voulais apporter, c'est que rien, en effet, ne vous empêche d'aller justement sur ce modèle-là, aller chercher des partenaires dont c'est l'activité et le métier de transporter des personnes, on va dire, seniors, et donc de leur proposer une action de mécénat. Voilà, typiquement, ça peut permettre justement d'être un levier supplémentaire et de démultiplier vos partenaires. Donc ça, c'est ce que je voulais juste préciser sur ce point-là. Donc le mécénat en nature, concrètement, on est vraiment sur un appel. On ne va plus être sur j'ai besoin de 100 000 euros, voilà, point. J'ai besoin de ça ou de 100 000 euros parce qu'on a besoin de ça et on veut atteindre tel objectif, tel impact. Et donc le mécénat, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est sur de la transparence parce qu'on est sur des actions, réellement, on est sur du concret. On n'est pas uniquement sur une demande d'argent et on ne sait pas trop où ça va. On est vraiment sur du concret. Toujours donner l'alternative en fait entre le montant nécessaire et la possibilité de faire un don en nature et donc de pouvoir apporter une contrepartie différente et de pouvoir permettre une application du partenaire. Ça, c'est hyper important. Caroline disait tout à l'heure et montrait la durée de vie du partenariat. Alors, sur le mécénat, ça peut être beaucoup plus court si c'est sur du mécénat de compétences pures sur un sujet précis. Maintenant, l'idée, c'est qu'en effet, ce que je disais après, c'est que moi, je sème les graines et le fait de commencer sur un partenariat sur du mécénat en nature permet de créer tout de suite une implication conjointe et une compréhension du sujet et finalement d'avoir une entreprise qui va pouvoir, je l'espère, devenir un peu ambassadeur des enjeux qu'elle porte avec l'association. Et derrière le mécénat en nature, concrètement, on assure la pertinence, c'est-à-dire qu'à nouveau, on n'est pas sur une demande d'argent, on est vraiment sur du factuel et on sait tout de suite quel est l'impact. En termes de mesure d'impact pour l'association, c'est juste idéal en fait. Les cas d'usage, je vous donne les cas que moi j'adresse particulièrement avec Segood. Donc Segood, c'est l'idée, c'est de faciliter la transformation numérique, je disais tout à l'heure, et la professionnalisation des associations particulièrement via le mécénat en nature, donc le mécénat de prestation de services. Donc on mobilise une entreprise et non plus un salarié spécifique sur un sujet, sur un projet d'entreprise. Donc typiquement le don de service, une asso qui a besoin d'automatiser les relations avec ses donateurs, j'ai eu le cas. Voilà, on la met en relation avec une entreprise qui, elle, adresse ces sujets-là pour des clients habituellement qui sont des entreprises. Sauf que là, ce n'est pas un client entreprise, c'est une association auprès de laquelle elle va faire une action de mécénat ponctuelle. Et à partir de ces cas de figure-là, en fait, l'idée, c'est vraiment de construire un socle. Au-delà de devenir un peu un ambassadeur du sujet, c'est vraiment de construire un socle qui va permettre de dire OK, on va au-delà. Par exemple, typiquement sur ces deux sujets, que ce soit le don de produits SaaS, donc Software as a Service, c'est des logiciels finalement, ou une prestation de service, on peut se dire que pour chacun de ces entreprises-là, chacune de ces entreprises-là, on peut imaginer en parallèle de l'action qui est mise en place, une action de levée de fonds et de dons, plutôt une action de levée de dons pour l'association. Typiquement, à chaque fois que l'entreprise prestataire de service reçoit une demande de devis, peut dire on reverse 1 euro à l'association lambda. Pareil, la licence, le produit de licence comptabilité, pareil, à chaque utilisateur, pendant un temps donné, on va reverser X% du chiffre d'affaires. En fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la base du mécénat de
de prestation de services et en nature, en fait, du mécénat en nature, pour pouvoir créer des partenariats un peu plus consistants et plus larges et dans le temps. Et ça, c'est important. Et ça permet aussi de pouvoir reboucler sur les valeurs de l'entreprise, parce que si elle est capable de faire ça, ça veut dire qu'à un moment donné, elle est vraiment engagée et sincère dans l'action. Et donc, à partir du moment où une entreprise met les mains dans le cambouis, plutôt que de sortir simplement un chèque, je trouve que voilà, on a quand même un niveau d'implication un petit peu au-dessus du mécénat financier classique. Sachant qu'il faut continuer absolument le mécénat financier classique, bien entendu, c'est parce que je ne suis pas du tout en train de dire le contraire. Et voilà, c'est tout pour moi. Super, super, merci beaucoup Ophélie. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions à tout ce qu'Ophélie nous a dit, sachant qu'on a une... Oui, il y a une question d'Éric. On a une question là d'Éric. Très, très concrète et très précise. Ouais. Voilà. Donc nous, on est une association relativement jeune qui a une action quand même au niveau national, puisqu'on est de plus de 20 services pédiatriques. Ça représente beaucoup d'enfants qui sont soutenus tout au long de l'année. Et on a du mal à contacter les décideurs chez d'éventuels partenaires, parce que on manque de visibilité, on n'est pas très connu, on n'a pas de service dédié à ça. Et je voulais savoir comment ces deux plateformes pouvaient nous aider dans ce domaine, voilà, comment ça pouvait s'articuler. J'y vais du coup. Alors, j'ai mal fait ma présentation si j'ai cette question. Je plaisante. Nous, on peut justement, l'idée de Richmaker, c'est de vous mettre en contact directement avec les décideurs. Toutes les marques qui sont inscrites sur la plateforme, ou les assos ou les médias, vous rentrez en contact directement avec la bonne personne, la personne en charge des partenariats et du développement. L'idée, c'est que vous pouvez utiliser le dashboard de recherche pour trouver un partenaire selon vos critères. Excuse-moi, c'est juste parce que moi, je pensais que c'était la plateforme, on déposait une annonce, il y a une mission, il y a une recherche, et qu'ensuite, c'était d'éventuels partenaires qui nous contactaient. Mais on peut aussi, nous, directement démarcher. Tout à fait, Eric. En fait, toi, tu crées ton profil. On est un site de rencontre pour marques, médias, associations. Tu vas créer ton profil, tu vas mettre tes métriques, quelle est ton audience, même une petite audience. On a plein de marques qui sont en lancement et qui font des alliances pour du crowdfunding. Donc, tu vois, tu crées ton profil d'association. Et en fonction de ça, tu vas être référencé. Donc déjà, c'est une première vitrine de visibilité pour toi. On a 1000 utilisateurs. C'est pas énorme, mais tu vois, au bout de 3 mois, imagine dans un an. Donc déjà, tu as comme un mini-site. Et ensuite, tu vas pouvoir matcher avec des acteurs. Tu vas recevoir une alerte dès qu'il y a quelqu'un qui, par exemple, dans le sport, tu es dans l'univers du sport, tu peux mettre fitness, tu peux mettre cosmétique, tous les univers que tu vas identifier comme étant affinitaires. Tu vas recevoir une alerte quand ils vont se connecter. Ils vont potentiellement voir ton offre. Et en fait, donc moi, ma plateforme, je suis un produit. Et du coup, typiquement, sur des axes très spécifiques comme le mécénat, aujourd'hui, j'ai fait appel à Ophélie parce que c'est l'expert du domaine. Sur le co-branding, par exemple, en licensing, moi, je ne suis pas une expert du domaine. Sur la plateforme, après, on aura des experts comme Ophélie et je laisse Ophélie te répondre sur la façon dont elle pourra t'accompagner. Mais on est vraiment ultra complémentaires. Justement, nous, on est un produit, un service et Ophélie, c'est plutôt le modèle agence accompagnement. Ok. Voilà, et en fait, la question, c'est vous, association du sport, mais vous accompagnez des enfants, donc vous êtes d'intérêt général, vous avez le rescrit fiscal ou pas? Non, c'est un de nos objectifs. Jusqu'à présent, on a toujours fonctionné sans ça, ouais. Parce qu'il y a eu d'autres priorités et on n'a pas vraiment eu le temps de nous en occuper. Voilà, cette année, on est un peu plus structuré, donc c'est un des objectifs. Ouais. Ok, donc c'est vrai que c'est plus compliqué, effectivement. Alors, sachez que de toute façon, les entreprises qui font du mécénat, finalement, il n'y en a que 50% qui demandent effectivement la déduction fiscale. Donc, ça, c'est un point qui est hyper intéressant. Donc, finalement, les entreprises font des actions de mécénat, mais au global, c'est pas le retour fiscal qui est la carotte, même si c'est toujours un plus pour les dons, les gros dons financiers, c'est important. Donc, ne soyez pas n'ayez pas le complexe de j'ai pas la capacité de faire de dons. En revanche, communiquez vraiment sur vos actions, sur pourquoi vous avez besoin d'eux, en fait. C'est la même chose que quand on va communiquer. Moi, je vois, il y a beaucoup d'assos qui ont des superbes communautés sur Facebook, des communautés individuelles, hein, donc, et qui ont des communautés de folie que je rêverais d'avoir sur mon projet bénévole, mais que je n'ai pas, parce qu'elles communiquent énormément. On sait exactement à l'instant T
où vont les efforts, où vont les ressources, quels sont les besoins. Elles arrivent à mobiliser vraiment un maximum de gens. Donc, c'est vraiment, là, c'est vraiment le premier point. C'est vraiment de pouvoir être hyper transparent sur j'ai besoin de quoi, pourquoi. Ça, c'est les deux points de base. Et pas juste aller voir les entreprises, on a besoin pour financer l'assaut. Oui. Voilà, c'est vraiment des points concrets. Et toi, Ophélie, en fait, tu fais de la prestation de services pour des structures qui voudraient mettre en place des partenariats, du mécénat, c'est ça? Oui, j'ai alors des deux côtés en fait. Moi, j'interviens soit auprès d'entreprises. Alors, il y a la plateforme C'est Good qui est en train de se structurer. Donc moi, c'est tout jeune et puis elle va être accompagnée là dans les mois à venir par un programme d'incubation. Donc c'est parfait. Ça va pouvoir avancer un petit peu plus vite que moi toute seule dans mon coin. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'est la plateforme qui va permettre de vraiment. Vous avez un besoin en transformation numérique, en professionnalisation, enfin un besoin qu'une entreprise du digital ou du conseil peut adresser. Vous allez sur Cgood, on publiera votre besoin et on va chercher une entreprise qui va pouvoir y répondre dans le cadre d'une action de mécénat. Donc ça, c'est important. Donc là, pour le coup, il faut un rescrit fiscal. En revanche, derrière, moi, j'accompagne aussi associations et entreprises, particulièrement des startups qui veulent se lancer dans l'engagement, les startups qui veulent se lancer dans l'engagement et les associations qui veulent créer des programmes de partenariat avec des entreprises. Là, j'ai une grosse mission tout au long de l'année, donc je ne vais pas pouvoir forcément prendre beaucoup de monde là cette année. C'est génial. Ouais, c'est cool, mais j'ai un vrai gros truc qui va me prendre beaucoup de temps, donc c'est canon. Gros projet, mais en tout cas, ponctuellement, oui, je peux aider sans aucun souci et donner des pistes pour approcher les entreprises. Mais je ne peux pas vous dire mieux que vraiment d'être dans le concret et dans à quoi ça sert et vraiment cibler les entreprises et expliquer-leur pourquoi vous allez les voir elles. Déjà, ça, c'est important. Oui, bien sûr, mais notre difficulté, c'est d'avoir une personne à qui expliquer. C'est vraiment là la difficulté. C'est la mise en relation, quoi. Voilà, le concret, c'est ce qu'on fait depuis le début, c'est pour ça qu'on a pu grossir, c'est pour ça qu'on est soutenu par différentes entreprises, mais maintenant ça grossit, les budgets qu'on a ne sont plus forcément suffisants, notamment si on veut continuer à se développer, et la difficulté maintenant, c'est renouveler nos partenaires et arriver à avoir la personne à qui on va pouvoir expliquer tout ça. Généralement, quand on arrive à expliquer, bon, je ne dis pas que ça fonctionne à chaque fois, mais oui, on a des retours positifs et ça peut déboucher d'une manière ou d'une autre sur une aide, mais il faut arriver à avoir une personne qu'on peut contacter. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est relativement verrouillé, ou soit c'est des grosses structures, on se perd dans des contacts et on perd du temps. Enfin bon, voilà. Bon, et du coup, moi, vous êtes une association qui évolue sur quel périmètre en termes de territoire ? Au niveau national. National, et vous n'avez pas un ancrage territorial particulier à un endroit ? Le noyau dur de l'association, c'est en Île-de-France, mais on aide des services pédiatriques en Provence, dans le Nord. Partout, quoi. Moi, là, pour le coup, c'est un vrai bon point. Je ciblerai les PME parce que finalement, en effet, les grosses structures, déjà, en règle générale, elles sont déjà structurées avec des fondations ou en tout cas des équipes dédiées au mécénat et donc créent elles-mêmes des appels à projets. Donc après, à ce moment-là, il faut regarder du côté appel à projet, mais ça demande un formalisme particulier. Il faut monter les dossiers. On fait ça aussi, mais c'est long. Maintenant, c'est long. Donc moi, j'irais vraiment plutôt sur de la PME, le PDG, en fait, le patron de PME qui, par sensibilité, en fait, c'est comme ça que ça va se passer au départ, je pense, par sensibilité. Et après, les RH, si vous arrivez à mettre en place un programme qui va permettre d'engager les collaborateurs, pourquoi pas organiser des journées aussi, créer une proposition d'offre de journée solidaire, ça c'est très en vogue aujourd'hui pour les entreprises, qui peut vous permettre d'approcher d'autres entreprises. Il y a beaucoup d'assos qui sont approchés par des entreprises pour justement créer des journées solidaires. Donc ça peut être un vrai point à mettre en avant sur le site de l'asso et en proposition de solutions entreprises en fait. Okay. Mais après, c'est vrai que c'est trouver le décisionnaire, on a tous le même problème, hein, je crois, quand on veut prospecter, même dans le business, c'est toujours très compliqué. Mais en tout cas, en ciblant des PME sur le patron directement, au moins lui, il est décisionnaire et avec un peu de chance, il va être sensible au sujet. Et là, ça peut. Et par contre, du coup, LinkedIn. Hein,
sais pas ce que tu en penses, Caroline, mais... Moi, j'en pense... moi, je pense que Richmaker, c'est plus efficace pour tomber directement sur la bonne personne, mais effectivement... oui, en plus de, c'est un vrai problème. De Richmaker, bien sûr. Oui, non, c'est un vrai problème d'identifier le partenaire, Eric. C'est un constat qui est fait par tout le monde. En fait, c'est toujours une personne différente qui gère ces problématiques-là en interne. Donc, c'est compliqué et ça me fait plaisir que tu aies ce problème aussi parce que je me dis que je n'ai pas sorti ce produit pour rien. Et LinkedIn, c'est super. Moi, je l'utilise beaucoup, mais le problème, c'est que tu es démarché toute la journée. Et tu vois, par exemple, Too Good To Go, là, qu'on vient de rentrer sur la plateforme, j'ai envoyé une quinzaine de messages avant d'avoir une réponse parce que les décisionnaires sur LinkedIn sont déjà harcelés et en général, il y a beaucoup de défiance sur la messagerie, quoi. Donc, voilà. Bien. Merci beaucoup. Claire, si je peux revenir juste rapidement pour être sûr que la différence entre sponsoring et mécénat soit bien comprise, le partenariat, c'est vraiment de l'échange et le mécénat, c'est du don. Donc, dans un sponsoring, il n'y a pas forcément quelque chose en face, mais en tout cas, potentiellement, l'asso va dire, voilà, on a bénéficié du soutien d'eux et va y avoir une mini-campagne, va y avoir un petit peu des choses qui sont faites. Donc, voilà, c'est un partenariat, c'est vraiment un échange. Et sinon, c'est du don. Le mécénat, c'est du don. Voilà. Super. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Alors, je vois qu'il est 16h30. Donc, pour les personnes si vous avez encore un peu de temps et si vous avez des questions à poser, je vais demander à Ophélie et Caroline si vous avez encore 5 minutes à nous accorder. Avec plaisir. Super. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. Alors, est-ce que vous avez d'autres... Ah oui, sur le chat aussi, il y a Denis qui nous a mis pas mal d'infos également. Notamment une actualité du mécénat sur le Philanthrolab avec une matinale demain matin, il y a le lien. Eric, Denis a aussi mis une petite info sur le plafond. Pour le plafond. Voilà, merci beaucoup Denis, à retrouver sur le chat. Est-ce que vous avez d'autres retours, des questions ou une demande par rapport à votre situation particulière avant que l'on clôture ce collectif? Moi, c'est pas une question, c'est d'abord remercier Claire, Chloé et Ophélie et Caroline. C'était vraiment très intéressant et finalement 45 minutes, c'est très court, mais c'est très bien. Moi, j'avais juste une remarque que je ne comprends pas par rapport au rescrit. Quand on voit sur le site... Yolène, on ne t'entend plus. Quand on voit sur le site des impôts, ils disent que quand on a intérêt général, de fait, on peut faire du rescrit. Et quand j'ai entendu Ophélie ou Caroline, ça semble être obligatoire de faire cette démarche, sachant qu'il y a des entreprises qui se voient refuser ce rescrit, alors que par le fait, ils ont le droit d'en faire. Donc, c'est un peu flou. Moi, je trouve que ça peut faire peur aux associations d'aller faire la démarche en ayant peur de subir un refus. Je n'ai pas compris. Alors, en fait, c'est que ce que nous dit Yolène, tu n'as pas compris la question, Ophélie, c'est ça? Oui, j'avais des coupures. Oui, ça coupait. Entendu rescrit. Ah, désolée. Alors, en fait, juste peut-être pour résumer, parce que j'ai bien entendu, ce que Yolène nous disait comme remarque, c'est que ce n'était pas très clair pour Yolène de savoir s'il fallait ou pas demander le rescrit fiscal aux impôts, si c'était obligatoire ou pas, et que ça pouvait faire peur aux associations de faire cette demande de rescrit fiscal parce qu'on sait qu'on peut subir un refus et on sait qu'en cas de refus, il est très difficile de faire appel ou en tout cas d'obtenir justice. Voilà, donc une association de fait est d'intérêt général parce qu'elle est une asso, mais que parfois il y a un refus si les impôts considèrent qu'on a une concurrence au service marchand ou autre. Alors, la problématique, c'est que sans rescrit, pas la possibilité d'émettre de reçus fiscaux, si je ne m'abuse. Donc, c'est arbitré par rapport à l'activité de l'association. En tout cas, on ne peut pas aller voir un partenaire entreprise pour lui proposer une action de mécénat, et on ne peut pas le nommer comme ça, du coup, si on n'est pas en mesure de lui fournir, si on n'est pas détenteur d'un rescrit fiscal, et que donc derrière, il ne pourra pas déduire
il ne pourra pas déduire son don, l'action de mécénat dans le cadre de ses impôts. Ça, c'est plus compliqué. Donc, à ce moment-là, il faut, en effet, s'il n'y a pas de rescrit, il faut créer des partenariats entreprises, mais comme le fait Eric aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va chercher du financement d'entreprise sans passer par la case mécénat au sens fiscal du terme, en fait. Voilà, ça n'empêche pas. Après, ça existe, c'est dommage de pas l'utiliser. Et puis surtout, ça permet aussi de démultiplier. Après, ça dépend des actions de chaque association, mais ça permet de démultiplier l'impact auprès notamment d'une audience plutôt grand public qui peut faire des dons de manière consistante également. Et donc là, pour le coup, le reçu fiscal, pour le coup, est beaucoup plus utilisé par les particuliers que par les entreprises, c'est certain. Mais c'est important pour les particuliers. Pour délivrer un reçu fiscal pour les particuliers, Ophélie, tu nous confirmes bien qu'il faut aussi faire cette démarche de rescrit fiscal. Il faut être en mesure, oui, de délivrer des reçus fiscaux. Oui. Parce que là, pour le coup, moi, notre association, notre ONG existe depuis 2 ans sur la France. Donc, on fait des rescrits fiscaux. Des reçus. Oui, les reçus pour les particuliers qui font des dons. C'est vrai que la personne n'a jamais fait, en plus elle venait du domaine des ONG, elle disait qu'en fait, de par la raison de l'association, elle ne voyait pas l'utilité de le faire. Et du coup, moi je le ferais, hein, c'est pas le souci parce que je n'ai pas envie de prendre des risques inutiles. Mais je trouve qu'il y a quand même un discours qui est contradictoire en fait pour les associations et pour l'administration fiscale. C'est pas clair en fait. Ils disent on peut le faire, mais en même temps il faut. Et puis en même temps j'ai entendu qu'il y a 50% d'entreprises qui s'en foutent. Donc du coup en fait. Non, elles s'en foutent pas parce que sinon elles le feraient pas. Non, mais je veux dire, il y en a qui demandent pas le rescrit. Oui, non, qui n'utilisent pas le reçu fiscal. Le rescrit. Ah, ils n'utilisent pas, d'accord. Voilà, c'est juste ça. Qui ont. Ça, c'est une estimation de l'ADMICAL, donc la structure qui chapeaute un peu tout ce qui est mécénat d'entreprise en France. C'est une estimation de l'ADMICAL, mais après, oui, parce que c'est pas l'objet principal du don en fait de récupérer sur ses impôts. Maintenant, si on se lance dans des opérations de mécénat et qu'on est une association d'intérêt général, c'est toujours mieux de pouvoir être en mesure derrière de dire à l'entreprise vous pourrez déduire. Enfin, voilà, ça fait partie du dispositif, donc c'est dommage de ne pas l'utiliser. Après, Denis, du coup, il doit avoir en tant que fundraiser, il doit avoir plein d'infos beaucoup plus pointues que moi là-dessus. En fait, bien sûr que c'est important d'avoir un rescrit, comme vous le dites, Ophélie, il faut le faire. Simplement, une association, pour qu'elle puisse émettre des reçus fiscaux, il faut qu'elle soit éligible au mécénat. Pour qu'elle soit éligible au mécénat, il faut simplement qu'elle soit d'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? C'est de ne pas avoir de but, c'est un but non lucratif, de ne pas avoir avoir une gestion désintéressée et ne pas s'adresser à un cercle restreint de personnes. Je vais rapidement développer. Donc, le non lucratif, ça c'est une évidence. On a un plafond 60 000 € ou 66, je ne sais plus combien. Gestion désintéressée. Les administrateurs ne doivent pas être rémunérés, ne doivent pas avoir d'intérêt dans la société, ce qui est normal. Ne pas s'adresser à un cercle restreint. Ce n'est pas une association d'anciens élèves de l'école polytechnique ou je sais quoi. Bien que il faut faire attention, il y a des critères qui sont des faisceaux qui permettent en fait de déterminer si c'est un cercle restreint ou non. Mais dès qu'on rentre dans ces 3 ou 4 critères, parce qu'il y a aussi le critère géographique, le critère de cadre, de rentrer dans un cadre philanthropique, culturel, etc. Eh bien, à partir de là, on peut émettre des reçus fiscaux. Mais le mieux, c'est quand même de valider ça par l'administration fiscale en demandant une procédure de rescrit qui est différente du reçu fiscal, attention. Mais pour les entreprises, moi, il me semble quand même que c'est plus sûr de pouvoir être en mesure. C'est quand même délicat de présenter une déduction d'impôt sur la base d'une association qui n'a pas le rescrit fiscal. Bien sûr, oui, non, tout à fait. Ça rassure les associations également. Absolument. Super. Merci.
Merci beaucoup, Denis. Merci, Ophélie, d'avoir répondu. Alors, là, il est déjà 16h38. Est-ce que vous avez une autre question, un autre retour, une réaction? C'est Elodie. Je vois quand même que c'est sacrément de boulot, que c'est effectivement assez chronophage. Alors, sauf si on a la solution Richmaker, mais qu'effectivement, en tout cas, ça demande quand même des vraies compétences, de savoir bien présenter son projet, d'aller chercher du monde, etc. Je me pose la question de savoir s'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, s'il faut les recruter, quel type de compétences il faut recruter, et parce que, enfin, naturellement, c'est pas forcément quelque chose d'inné chez les délégués généraux, mais voilà, est-ce qu'il faut un commercial dans les assos? Est-ce que ça existe en temps partagé, cette compétence-là? Voilà. Super question. Alors, en temps partagé, vous allez trouver, en effet, il y a beaucoup de personnes qui interviennent auprès d'assos et qui mènent des actions qu'on pourrait mener pour des entreprises également. D'ailleurs, bon, moi, j'interviens indépendamment pour des assos et pour des entreprises. Ça dépend de qui a besoin et de quoi, et est-ce que ça correspond à mes compétences et ce que je suis capable d'apporter. Donc, sur cette partie-là, vous allez pouvoir en effet trouver des personnes qui vont vous aider. Sur la partie, il y a des fundraisers aussi, il y en a beaucoup qui sont indépendants aussi, qui accompagnent les assos justement dans le fundraising. Donc ça, pour le coup, ça peut être, je pense que très clairement, c'est le métier vers lequel il faut que vous orientiez vos recherches pour ce genre de sujet. Après, ça dépend encore une fois de vos besoins. C'est-à-dire, vous avez un besoin de financement, il faut aller vers des fundraisers. Il y a Denis. Oui, exactement. Voilà, par exemple. Ouais. Mais voilà, et il y a beaucoup je pense qu'il ne dira pas le contraire, il y en a beaucoup de fundraisers indépendants qui peuvent venir apporter leurs compétences à des assos. Il y en a même énormément, et qui vont même certains se spécialiser par typologie d'assaut, par secteur d'activité d'assaut, par mission. Enfin, vraiment, on peut être sur du vraiment granulaire et d'avoir vraiment une réponse hyper précise par rapport à vos besoins. Donc moi, je vous orienterai, si vous êtes sur de la recherche de financement, vers des fundraisers. Voilà. Sinon, Richmaker, on l'a dit déjà ou pas? Effectivement, sur la partie, si tu as besoin d'un accompagnement spécifique sur des thématiques d'experts comme le mécénat que nous expose Ophélie, ou tu vois, sur du co-branding, le licensing, si tu as besoin de ça, tu trouveras sur des plateformes comme Malte tout un tas de gens qui sont spécialisés là-dedans. Maintenant, moi, pour le coup, sur ce produit-là, je l'ai justement sorti pour qu'il soit accessible à tous, parce que je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on ne fasse pas de partenariat, sauf si on a la chance d'avoir un partnership manager, alors que c'est une compétence qui devrait être à la portée de tous avec le bon outil et les bonnes ressources. Donc, en tout cas, la plateforme, elle a vertu à s'adresser à tout le monde, quelle que soit ta typologie de métier, que tu sois commercial, CEO ou développeur, ou que tu aies lancé ton premier projet entrepreneurial hier. L'idée, c'est que ce soit vraiment facile d'accès et qu'on parle le même langage, quoi. Super, merci Caroline. Je ne sais pas si, mesdames, vous connaissez, c'est Generous Connect. Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Bah, en fait, justement, pour peut-être apporter des éléments à la question d'Élodie, moi, je connais cette entreprise qui, en fait, va collecter pour les associations les dons auprès des entreprises, en fait. Et Chloé a mis le lien dans le chat. J'étais sûre que tu le ferais, Chloé. Alors là, je suis en voiture. Oui, on entend. Sois prudente. Sois prudente. Mon mari est en train de me dire. Alors, c'est Generous, donc G-E, je sais pas si. Non, generousconnect.com. On le voit dans le chat, Yolène. Surtout, prends pas de risque. Ah, d'accord. Voilà. Et eux, par exemple, ils font ça. Mais après, il faut avoir le petit rescrit aussi. Ouais, complètement. Et est-ce que Denis, tu voulais réagir à la question d'Élodie? Attends. Parce que je me mettais sur le Connect, le Generous Connect de Yolène. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas de formation complémentaire, c'est très bien. Ok. Est-ce qu'on peut recruter un fundraiser en contrat d'alternance? Parce qu'on sait qu'il y a la formation continue sur ce métier. Est-ce qu'il y a de la formation initiale là-dessus?
savez pas, Denis, Ophélie? Pour Denis, je pense, parce que alors, moi, le fundraising, c'est pas du tout... Ou la gestion de partenariat, hein. Principalement, le fundraising, c'est principalement l'appel à la collecte de fonds pour les particuliers. Pour le mécénat d'entreprise, j'en connais pas beaucoup. Il faut se rapprocher peut-être de l'AFF, qui est l'Association française des fundraisers, pour la formation des fundraisers. Là, pour le coup, c'est l'AFF qui forme aussi des gens pour ça. Après, il y a plein de plateformes, Helloasso, KissKissBank, Ulule. Chloé va mettre les liens. Oui, il y en a plein. Donc, mais après, pour le mécénat d'entreprise, c'est très particulier. C'est beaucoup d'affinités. Il faut travailler réseautage. C'est très particulier. Ouais. Et toute une stratégie dont parlait Ophélie, bien évidemment. Alors, tu disais l'AFF, c'est l'Association française des fundraisers. Des fundraisers, oui. Au cas où vous ne connaissiez pas. Ok, bah super. C'est une bonne question, Élodie, ça de réfléchir dans ton équipe permanente à peut-être effectivement des commerciales du partenariat ou de la recherche de fonds plus globalement aussi. Caroline, tu parlais dans notre préparation, tu parlais de levée de dons. D'accord, peut-être, ça me dit rien. Pardon, c'est toi, Ophélie, excuse-moi. Ah, excuse-moi, Ophélie, quand on a préparé, c'est toi qui parlais de levée de dons. Grave, je sais que tu as aimé beaucoup. J'ai adoré. Ouais, je sais, donc du coup, je m'en suis rappelé que c'était moi. Oui, pardon, excuse-moi, Ophélie. C'est toi qui parlais de levée de dons. Oui, et de levée de fonds aussi. Ouais. Voilà. Et oui, en effet, du coup, moi, je fais un substitut à la levée de dons en levant plutôt des actions. Finalement, plutôt que de demander de l'argent, on demande des bras. Ouais. Des produits, voilà. Super. Et ça permet après de reboucler sur d'autres choses. Génial. Alors, on a Élodie qui a dû nous quitter, qui nous dit merci beaucoup, c'était super et au revoir. Voilà. Chloé nous a mis tous les liens aussi sur le chat, donc merci Chloé d'être au taquet. Est-ce que vous avez, là, on a vraiment dépassé de 15 minutes, donc merci beaucoup d'être restés. Merci Ophélie et Caroline aussi d'être restées. Est-ce que vous avez d'autres réactions, retours ou questions par rapport à votre situation particulière d'association? C'est le moment de poser une dernière question à nos deux expertes qui sont, et on a aussi Denis qui a une complémentaire sur le fundraising, donc profitez-en. Comment? Il n'y a pas de dernière question, c'est pas possible. Patricia, est-ce que tu n'as pas posé de question? En fait, non, je n'ai pas de question parce que je me suis inscrite, j'ai fait en parallèle, je me suis inscrite sur Richmaker et j'ai pris rendez-vous avec Caroline dans quelques jours. Donc, bravo. Ah, trop bien, donc, merci. Voilà, donc je suis passée à l'acte. Ah là là, trop fort. Bon, ça ne va pas tarder non plus. Génial. Merci en tout cas. Ok. Denis, tu voulais ajouter quelque chose? Non, oui, merci. Encore une fois, pour ces riches informations. Super. Eh bien, merci. À ce moment-là, on va laisser la conclusion à Ophélie et Caroline. Si vous pouviez nous dire comment on peut vous joindre, quelle est la meilleure façon pour vous joindre pour continuer d'échanger avec vous sur ce sujet? Alors, moi, c'est clairement LinkedIn. Merci, Patricia. J'ai déjà reçu ton invitation. Je suis tout le temps sur LinkedIn. J'adore. Hein. Je ne veux pas détrôner ce réseau social. Et sinon, les lives du co-marketing qui me tiennent beaucoup à cœur, n'hésitez pas parce que je suis toujours en recherche d'acteurs justement de ESS ou de tout cet environnement associatif qui fait plein de choses et qui transforme. J'ai très envie de vous interviewer. Donc, si vous avez des case studies intéressants, c'est avec grand plaisir pour vous offrir de la visibilité. On a une petite audience, mais très engagée et ultra supportrice. Donc, n'hésitez pas. Et puis sinon, sur mon propre outil, Richmaker, qui encore une fois, j'ai rien à vous vendre. Ça sera toujours gratuit pour les associations. C'est juste qu'on a la belle idée de changer les choses et de mettre en place plus d'outils pour les associations qui ont de moins en moins de moyens. Merci Caroline. À toi Ophélie. Écoutez, alors merci beaucoup. Moi, c'était une première, c'est mon premier webinaire. Donc merci Caroline, merci Claire, merci à tous pour votre écoute et puis vos questions super intéressantes. Alors moi, dans les semaines à venir, donc, je me focus sur Segood parce que je vais être accompagnée donc, par un programme d'accompagnement qui est mené par Accenture, le mouvement Up et SOS Pulse, qui s'appelle la Up Factory. Donc là, c'est en avant-première, je ne l'ai toujours pas annoncé et je ne l'ai toujours pas annoncé sur LinkedIn où vous pourrez me joindre aussi sans problème. Donc,
n'hésitez pas. J'ai une présentation un peu plus complète que celle que je vous ai montrée aujourd'hui, qui est un peu plus longue, un peu plus détaillée sur notamment l'impact, la mesure d'impact et les valeurs et les apports pour les entreprises du mécénat en nature. Si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer. Donc, volontiers. Ouais, contactez-moi sur LinkedIn, mettez-moi Assopreneur ou quelque chose dans la petite note et je vous l'envoie dans la foulée sans aucun souci. Je peux peut-être relayer aussi. En parallèle, je peux aussi relayer. Pas de souci. Donc voilà, et puis si vous avez des questions sur le mécénat en nature et potentiellement qu'est-ce qui est faisable, pas faisable, moi je ne saurais que vous recommander d'être dans le concret sur les actions parce que parfois on ne trouve pas l'argent, mais on trouve les moyens de faire les choses malgré ça. Et en plus, vous allez pouvoir engager des partenaires qui ne sont pas capables de s'engager autrement et au final, vous créez des partenariats vraiment comme ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Ophélie, merci Caroline. Merci à vous aussi, chers membres, d'être là avec nous, d'être restés aussi longtemps. Merci à vous. Prochain collectif expert la semaine prochaine, lundi 18 de 15h à 16h30 pour gestion du temps avec Cécile Priou. Jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Oui. Voilà. Je vais couper l'enregistrement, mais on reste encore un peu avec Chloé. Donc, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Merci encore, Caroline, Ophélie. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec très grand plaisir. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir, merci.